lorsque les troupes alliées et de l'Axe ont travaillé ensemble. La Seconde Guerre mondiale est connue pour sa brutalité, les Alliés et les puissances de l'Axe se battant bec et ongles pour la suprématie. Malgré cela, cependant, il y a eu certains incidents où les soldats d'un côté ont activement ou involontairement aidé leurs ennemis. Cela a été fait par un sens de la moralité, de l'idéologie ou pour une raison connue d'eux seuls. Voici quelques exemples où les forces de l'Axe et les Alliés ont collaboré. La bataille du château d'Iter, en mai 1945, avec le jour de la victoire en Europe, juste au coin de la rue, et le règne de terreur nazi arrivant à sa fin. Une dernière bataille restait. Dans les Alpes autrichiennes, le château d'Iter était une fortification qui remontait au XIIIe siècle. Durant la guerre, il était administré par le camp de concentration de Dachau, situé à environ 150 km. Le château était utilisé par les SS pour incarcérer des prisonniers de grande valeur, notamment des ressortissants français dont 2 ex-premiers ministres, des généraux et des personnalités politiques majeures, potentiellement utilisés comme otages. Le 4 mai, les gardiens du château d'Iter ont abandonné leur poste et se sont enfuis, laissant les détenus confus incertains de leur sort. Dans les environs se trouvaient diverses unités de la Gestapo et des Waffen-SS qui exécutaient quiconque tentait de se rendre. On craignait que les SS ne liquident ces prisonniers de grande valeur en dernier acte de défi. Les prisonniers ont dépêché 2 messagers pour demander de l'aide, l'un d'eux trouvant une unité américaine. Malgré l'absence de juridiction, une équipe de secours menée par le commandant de char Jack C. Lee a été envoyée au château. L'autre messager a trouvé le major de la Wehrmacht Joseph Gangl, un officier allemand, qui était désillusionné par la cause nazie. Les 2 unités se sont rencontrées et ont convenu de travailler ensemble pour protéger les prisonniers, Lee plaçant son char Sherman à l'entrée du château. Le lendemain, une unité de la Waffen-SS est arrivée et a été accueillie par une force combinée des GI américains, de déserteurs de la Wehrmacht, et un certain nombre de prisonniers français et autrichiens utilisant des armes légères laissées par les gardes d'Iter. Le char de Lee a été neutralisé, sans faire de victimes. Les combats ont duré toute la journée, les défenseurs manquant de munitions. Juste au moment où leurs dernières munitions étaient épuisées, des éléments du 142e régiment d'infanterie sont arrivés, engageant les troupes SS, capturant plus d'une centaine et tuant ou dispersant le reste. Gangl fut le seul défenseur tué, touché après avoir mis un prisonnier à l'abri. 4 autres furent blessés, concluant l'une des batailles les plus étranges de la Seconde Guerre mondiale. Le chasseur de la Luftwaffe escorte un bombardier américain. Le 20 décembre 1943, un vol de bombardiers lourds B-17 se dirigeait vers Brême, en Allemagne, ciblant une usine qui produisait les chasseurs FWO 190. L'un d'eux, surnommé Ye Olde Pub, était piloté par Charlie Brown. Alors qu'ils approchaient, les canons anti-aériens allemands ont ouvert le feu avec un effet dévastateur. Le barrage a déchiré le nez en plexiglas, envoyant des vents sub-zéro à l'intérieur de l'avion. Des impacts ont mis un moteur hors service et endommagé un autre. Avec une puissance réduite, le bombardier a quitté la formation et a été rapidement encerclé par une nuée de chasseurs allemands. Lors du combat, un autre moteur a été endommagé, le mitrailleur de queue tué, l'équipage blessé, et les canons défensifs réduits à la tourelle dorsale et une mitrailleuse de nez. Brown a tourné l'avion vers l'Angleterre, mais l'espoir d'y arriver en toute sécurité s'est rapidement estompé. Alors que le Ye Olde Pub boitait pour rentrer chez lui, l'équipage blessé et gelé a été accueilli par une vue déconcertante. À côté du bombardier se trouvait un Messerschmitt Bf 109 allemand, piloté par Franz Stigler, qui, au lieu d'achever la forteresse volante estropiée, a fait signe de la main. Après avoir vu l'état des hommes, il ne pouvait se résoudre à les achever. Stigler a essayé de signaler à Brown d'atterrir en toute sécurité en Allemagne ou en Suède neutre, où il pourrait atterrir et être interné. Brown était confus quant à ce que Stigler essayait de communiquer et a continué à piloter son avion endommagé vers l'Angleterre. Au lieu de les abandonner, Stigler a volé en formation serrée avec le bombardier, empêchant ainsi les canons anti-aériens allemands de tirer sur eux. Après avoir quitté l'espace aérien allemand, Stigler a salué avant de rentrer. Brown a réussi à faire le voyage de retour en Angleterre, atterrissant en toute sécurité. Brown et Stigler ont tous deux survécu à la guerre et se sont rencontrés dans des circonstances beaucoup plus pacifiques en 1990 et sont restés amis jusqu'à leur mort en 2008. L'incident de Niš, quand les Américains ont involontairement aidé le camp de l'Axe, le 7 novembre 1944, le 82e groupe d'opérations américain basé en Italie apportait son soutien aux forces soviétiques, en particulier le 6e corps de fusiliers de la garde qui se dirigeait vers Belgrade.
près de la ville de Niš, en Yougoslavie, aujourd'hui en Serbie. Un vol de chasseurs P-38 Lightning a repéré ce qu'il pensait être un convoi de troupes allemandes. Il y a plusieurs versions de ce qui s'est passé ensuite. Il est établi que les Lightnings ont attaqué le convoi soviétique, tuant 34 personnes, dont le commandant du 6e corps de la garde, et détruisant une vingtaine de camions en utilisant des mitrailleuses et des roquettes. Les soviétiques ont appelé leurs propres combattants, croyant être attaqués par des FW-189 de la Luftwaffe, au design à double corps, similaire au P-38. Quand les chasseurs Yak-9 et Yak-3 sont arrivés, ils ont engagé le combat avec les Américains pendant environ 15 minutes. Plusieurs avions des deux camps ont été abattus, mais les chiffres précis leur sont disputés. Les Américains ont finalement réalisé qu'ils combattaient les Soviétiques, et ont cessé l'attaque. Une autre vague de P-38 était en approche, mais ils ont été interceptés par les chasseurs soviétiques, qui montraient l'étoile rouge sur leurs avions, et ils sont rentrés à la base sans aucun autre incident. À ce jour, il n'y a aucune raison officielle pour cet engagement. Les rapports de renseignement suggèrent qu'il n'y avait pas de troupes allemandes dans la région, renforçant les soupçons d'une attaque délibérée. De plus, le combat aérien a duré 15 minutes. Aucun des Américains n'a remarqué l'étoile rouge sur les avions de chasse soviétiques, qui ne ressemble en rien à la croix de la Luftwaffe ou à la svastika. Certains rapports suggèrent que les Américains se sont trompés dans leur navigation, pensant être en territoire ennemi. Les Soviétiques avaient également progressé beaucoup plus rapidement que prévu, et leur présence dans la région a peut-être surpris les forces américaines. Officiellement, l'incident a été qualifié de malheureux tir ami, et les Américains ont présenté des excuses officielles aux Soviétiques. Cela pourrait simplement être une erreur d'identité. Des rumeurs persistent que l'attaque était délibérée. Il est impossible de le déterminer, car une grande partie des informations sur ce qui s'est passé reste classifiée à ce jour. La défection d'un pilote américain. En 1944, la guerre tournait fermement en faveur des Alliés, les forces de l'Axe subissant des revers sur les fronts de l'Est et de l'Ouest. Malgré cela, au moins un soldat allié a tenté sa chance, se ralliant à la cause de l'Axe. Martin James Monty était parti aux États-Unis. Il avait rejoint le corps aérien de l'armée. Il était devenu pilote et avait été envoyé à Karachi, en Inde, aujourd'hui au Pakistan, où son service était calme. Fin 1944, Monty a déserté, prenant un C-46 en direction du Caire, en Égypte, puis faisant de nombreux arrêts jusqu'à sa destination, l'aérodrome de Pomigliano, au nord de Naples. Une fois sur place, il a repéré un P-38 Lightning en attente de test après réparation. Il a volé l'avion et s'est dirigé vers Milan, tenu par les Allemands. Une fois sur place, il a fait défection et est resté un moment prisonnier des Allemands suspicieux. Monty a été libéré plus tard après les avoir convaincus de sa sincérité. Quant à pourquoi il a fait défection, il était un anticommuniste fervent et croyait que la guerre était un complot communiste et que l'Allemagne et les États-Unis devraient s'allier contre l'Union soviétique, leur véritable ennemi. Il a offert ses services à l'effort de guerre nazi et a été envoyé à Berlin, où il a commencé une émission de radio, exhortant ses compatriotes américains à cesser de combattre contre l'Allemagne et à tourner leur attention vers les méchants soviétiques. Diffusant sous le nom de Martin Withaupt, son programme n'a duré que quelques sessions avant que sa carrière à la radio ne prenne fin. Quant à l'avion qu'il pilotait, les Allemands ont pris possession avec enthousiasme du P-38, repeignant l'appareil avec leur propre marque, qui a ensuite été utilisé par la Luftwaffe jusqu'à la fin de la guerre. À la fin de la guerre, Monty s'est échappé de Berlin et a regagné l'Italie, où il s'est rendu aux Américains. Il a été pris en garde à vue, et plus tard accusé de désertion, recevant une peine de 15 ans avec sursis. Ce n'est qu'en 1948 que sa défection et ses activités de propagande ont été révélées. Il a été accusé de trahison et risqué la peine de mort. Monty a plaidé coupable et a été condamné à 25 ans de prison et une amende de $10 000, bien qu'il ait été libéré sous parole en 1960. Il a tenté, sans succès, de faire annuler sa condamnation, mourant finalement en 2000. Les unités SS britanniques, françaises et norvégiennes. La Waffen-SS était le bras militaire du parti nazi allemand, en dehors de la Wehrmacht. Malgré son association avec un parti politique allemand, les SS recrutaient avec enthousiasme des membres d'autres nations, les plaçant dans des rôles de combat. Dans la Norvège occupée par les Allemands, un grand nombre de Norvégiens ont rejoint l'armée allemande dans toutes ses branches, y compris la Wehrmacht, la Kriegsmarine et la Luftwaffe. Au total, environ 50 000 Norvégiens ont combattu pour le Troisième Reich, beaucoup rejoignant la Légion norvégienne, une unité SS fondée en 1941. Après leur formation, la Légion a été déployée sur le front de Leningrad, participant au long siège de la ville.
Après avoir subi de lourdes pertes à la suite de violentes contre-attaques soviétiques, la Légion serait dissoute en 1943. Ceux qui souhaitaient continuer à se battre pour les SS ont été transférés à la nouvellement formée 11e division de grenadiers Panzer volontaires Nordland, où ils ont continué à se battre pour les Allemands. En plus des Norvégiens, la division Nordland comprenait également un grand nombre de Danois qui ont également rejoint la cause nazie. Et à la fin de la guerre, des volontaires de Hongrie, des Pays-Bas, de Grande-Bretagne, de Finlande, de Roumanie, de France, d'Espagne, de Suisse, d'Estonie et de Suède avaient rejoint ou avaient été rattachés à l'unité. La division Nordland a continué de se battre jusqu'à la fin de la guerre, en 1945, beaucoup luttant jusqu'à la mort contre l'avancée alliée. Ceux qui ont été capturés ont souvent été rapatriés dans leur pays d'origine pour être jugés pour trahison. Certaines unités SS ont été recrutées par désespoir. En 1944, l'Allemagne perdait du terrain sur tous les fronts et avait désespérément besoin de main-d'œuvre pour combler les lacunes. La British Free Corps était une unité composée de prisonniers de guerre britanniques et du Commonwealth, recrutés pour combattre les soviétiques. Les résultats étaient moins qu'inspirants. Il est difficile d'obtenir des informations sur la British Free Corps, bien qu'on estime qu'à son apogée, elle comptait environ 27 membres. Quelques-uns des hommes étaient dévoués à la mission proposée, mais la majorité étaient des combattants ineptes ou incapables, frôlant l'incompétence, certains avec des casiers judiciaires et disciplinaires importants contre eux. La plupart des hommes cherchaient à toutes les occasions de déserter, et la British Free Corps n'a jamais vu le combat, l'unité ayant été dissoute peu de temps après sa création. Dans la France de Vichy, dominée par les Allemands, les SS ont également recruté une autre unité, dont la qualité était complètement opposée. La 33e division Waffen-Grenadiers des SS, également connue sous le nom de Première division SS française et division Charlemagne, a été fondée en 1944, composée d'autres unités françaises qui avaient servi avec le Troisième Reich dès 1941, comme la Légion des volontaires français contre le bolchevisme et la 8e brigade d'assaut volontaire SS France, qui a vu l'action sur le front de l'Est. En 1944, ces deux unités ont été dissoutes et reformées en la 33e division de grenadiers. À son apogée, la division comptait environ 7000 membres, mais les combats acharnés ont réduit ce nombre à seulement 700 en avril 1945. Environ la moitié a été envoyée pour aider un bataillon de construction, et le reste déployé à Berlin. Là-bas, ils devaient garder le bunker du Führer. Ils ont combattu avec acharnement, connaissant le sort qui attendait les traîtres, combattant les soviétiques presque jusqu'au dernier homme, et c'était l'une des dernières unités à offrir une résistance dans la capitale allemande, la trentaine de survivants se rendant le 2 mai 1945. Parmi les membres qui ont réussi à s'échapper, certains se sont rendus en France où ils ont été capturés par les Alliés. Certains ont été jugés et condamnés à la prison, bien que beaucoup aient été abattus sur place en tant que traîtres à leur patrie. Dans le conflit le plus meurtrier de l'histoire du monde, les membres des forces armées de l'Axe et des Alliés, en raison de convictions personnelles, d'idéologie ou de toute autre raison connue d'eux seuls, ont mis de côté leurs différences et ont travaillé côte à côte. L'armée américaine et la Wehrmacht contre la mission de sauvetage épique du cheval SSVIP Opération Cowboy. Accroupi dans leur position, le capitaine de l'armée américaine Thomas Muir Stewart a passé en revue le groupe disparate d'hommes sous ses ordres. Certains venaient de Pologne, de Grande-Bretagne et de France. D'autres venaient de pays aussi lointains que la Yougoslavie, la Russie, et il y avait même quelques Néo-Zélandais, pour faire bonne mesure. Pour un observateur extérieur, cependant, la chose la plus surprenante était de loin la vue de soldats de la Wehrmacht allemande combattant aux côtés de soldats américains. Ce qui a suivi a été l'une des opérations les plus étranges et les plus belles de la Seconde Guerre mondiale. Commençons par un bref historique. Originaire de l'Empire des Habsbourg, le Lipizzan blanc est une race rare de cheval de spectacle qui était mondialement reconnue. Apprécié pour sa beauté, sa grâce et son tempérament, leur lignée peut être retracée à plus de 400 ans. C'est cette pureté qui a attiré l'attention des nazis. Vous voyez, ils n'étaient pas seulement intéressés à créer des humains ariens. En croisant des Lipizzans avec d'autres races de pur sang, ils espéraient également créer une super race de chevaux ariens. Ce programme bizarre a commencé lorsque tous les chevaux femelles Lipizzans ont été transférés à une ferme spécialisée à Hostow, en Tchécoslovaquie, après la conquête allemande de l'Autriche en 1938. Ils y resteraient jusqu'au dernier mois de la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, la Tchécoslovaquie traversait une période difficile. Parce que les Allemands allaient certainement perdre la guerre, les dirigeants alliés divisaient déjà les dépouilles du Troisième Reich en déroute.
Lors de la conférence de Yalta en février 1945, ils convinrent de laisser l'Union des républiques socialistes soviétiques prendre le contrôle de la Tchécoslovaquie à la fin des hostilités. À cause de cela, en avril 1945, l'armée rouge soviétique était stationnée à 40 miles à l'est de Ostao, attendant le signal pour avancer en Tchécoslovaquie. Mais les Américains étaient également présents. Ils étaient postés à 20 miles à l'ouest de Ostao, prêts à libérer Prague sur ordre. Coincés au milieu se trouvaient les officiers vétérinaires allemands de la Wehrmacht, la branche des forces armées de la machine de guerre nazie. Ils s'étaient occupés des majestueux lipides en blanc pendant tout le conflit, et ils étaient sérieusement inquiets pour eux, car les Russes se fichaient complètement des chevaux. Leurs angoisses étaient totalement justifiées. Les Soviétiques avaient déjà détruit une autre précieuse collection équine, les Lipizzans royaux hongrois, plus tôt dans la guerre. Au lieu d'être soignés, ces élégantes créatures avaient soit été abattues, soit travaillées à mort comme de simples chevaux de bas. Les vétérinaires de la Wehrmacht savaient que lorsque l'armée rouge arriverait, leurs précieux animaux subiraient le même sort humiliant. Cela a mis les commandants allemands de la ferme dans une position délicate. Le plus ancien d'entre eux, le lieutenant-colonel Holters, était en fait membre d'une mystérieuse unité de renseignement aérien allemande. Il s'est retrouvé à Ostao par hasard, lorsque son unité a manqué de carburant et s'est retrouvé bloqué. Sur place, il s'était lié d'amitié avec l'officier supérieur de la Wehrmacht de l'établissement, le lieutenant-colonel Rudowski, et les deux hommes s'étaient été rapidement liés par leur amour commun des chevaux. Lorsque la nouvelle de l'invasion soviétique est arrivée, Holters a essayé de convaincre son ami de remettre les juments aux Américains. Initialement, Rudowski était d'accord, mais au dernier moment, par loyauté envers sa patrie, il s'est ravisé. Cependant, Holters ne se préoccupait guère de son serment. Sa priorité était la survie des Lipizzans blancs. Il a donc secrètement contacté les Américains à l'ouest. L'unité qu'il a rencontrée était le 42e escadron de reconnaissance, de cavalerie, du 2e groupe de cavalerie, du 12e corps, de la 3e armée, du général George Patton. Elle était commandée par le colonel Charles M. Reed, un gentleman virginien bien connu pour son amour du polo, et beaucoup de ses membres étaient des cavaliers expérimentés. Malgré le fait qu'ils étaient techniquement ennemis, leur affinité commune pour les chevaux les a unis, et un plan de sauvetage impliquant un partenariat improbable entre Américains et Allemands a commencé à se dessiner. L'opération était compliquée, même avec de l'imagination. En fait, elle était incroyablement complexe, avec beaucoup de facteurs imprévisibles. D'abord, alors que les officiers de la Wehrmacht à Ostao étaient amicaux, les hordes de troupes allemandes patrouillant dans la région ne l'étaient pas. Ils n'avaient pas été informés de la mission secrète dont ils allaient tirer quand ils voyaient des Américains pénétrer sur leur territoire. En plus de cela, la plupart des troupes aguerries du 42e escadron de reconnaissance de cavalerie, complètement épuisées par 9 mois de combats brutaux, voulaient au juste rentrer chez elles et ne voulaient pas risquer leur vie à nouveau. Une troisième complication était le fait que beaucoup de juments étaient gestantes, et certaines venaient de donner naissance. Entre-temps, l'armée rouge soviétique pourrait avancer à tout moment. Avec le temps qui s'écoulait, le général George Patton a approuvé le plan et a ordonné à ses hommes de faire vite. Manquant d'hommes et de ressources, seules 2 petites unités de reconnaissance de cavalerie et quelques blindés ont été réunis pour les chefs de mission, le colonel Reed et le major Andrews. Au total, seulement 325 hommes, 5 petits chars semblables à des Medved 24 Chaffee, une paire de chariots moteurs d'obusiers et une poignée de jeeps armés de mitrailleuses et de voitures blindées. M8 était censé frapper dans une région défendue par des dizaines de milliers de soldats allemands, soutenus par 2 divisions Panzer. L'opération Cowboy. Le 28 avril 1945, l'opération Cowboy a commencé avec une massive frappe d'artillerie qui a ouvert un trou dans la ligne de front allemande. Les Américains ont courageusement combattu de village en village, faisant face à une opposition acharnée. Par une sorte de miracle, ils ont réussi à avancer de 20 miles jusqu'à la ferme. À leur arrivée, les 2 commandants sont entrés en action. Tandis que le colonel Reed réunissait assez de véhicules pour évacuer les chevaux, le major Andrews chargeait son adjoint, le capitaine Stewart, de la défense. Ce serait l'épreuve la plus ardue de sa carrière dans l'armée. Stewart n'avait été laissé qu'avec 180 hommes, et les nouvelles étaient qu'un régiment SS était en route pour les anéantir, eux et les chevaux. Il fallait davantage d'hommes,
et ce, rapidement. Au début, le capitaine a armé le petit groupe de prisonniers de guerre trouvé dans l'installation, un mélange de Britanniques, de Néo-Zélandais, de Polonais français et de Yougoslaves, avec des armes allemandes capturées. Il a ensuite renforcé ses rangs avec une colonne de Cosaques russes anticommunistes, dont le leader était un ancien prince. 4 ans plus tôt, ils avaient soutenu les nazis après l'invasion de la Russie par Hitler. Mais avec l'approche des soviétiques, ils voulaient fuir, même si cela impliquait de combattre aux côtés de leurs ex-ennemis. Finalement, Stuart a invité le colonel Rudowski de la Wehrmacht à les rejoindre. Il y avait un hic. Il n'accepterait de les armer que s'ils prêtaient allégeance aux États-Unis. Confronté à une mort presque certaine aux mains des soviétiques, Rudowski et ses hommes, dont beaucoup n'aimaient pas non plus les nazis, ont accepté l'offre et se sont alignés avec les Américains. Il ne restait plus qu'à attendre. Rapidement, le champ devant la ferme fut enveloppé de tirs d'armes à feu. L'improbable Légion étrangère, se moquant d'eux-mêmes en s'appelant la Légion étrangère de Stuart, était assaillie par la première vague de Raiders SS. Travaillant ensemble, ils ont repoussé non pas une, mais 2 attaques distinctes par des troupes d'élite du régiment SS Deutschland. Heureusement pour eux, les SS n'avaient pas amené de chars, ce qui a rendu leur repousse assez facile. À la fin, plus d'une centaine de soldats CS avaient été tués dans la fusillade, dont beaucoup par leurs propres compatriotes, alors que seulement quelques Américains avaient été tués ou blessés. Pendant cette accalmie, le colonel Reed a saisi l'occasion de lancer les opérations. Des chars soviétiques, T-34, avaient été repérés, et le temps pressait. Entassés à l'arrière des camions allemands et américains, encerclés entre les chars américains, ou ramenés pêle-mêle aux États-Unis, conduits par des officiers de la Wehrmacht américaine et des Cosaques, un par un, les Lipizans blancs et leurs poulains ont été évacués juste au moment où les Russes entraient dans la périphérie de Ostov. Après le départ du dernier cheval, une confrontation tendue a éclaté entre soviétiques et américains. Cependant, les Russes ont jugé inutile de les attaquer, épargnant ainsi d'autres pertes ce jour-là. Emmenés en sécurité derrière les lignes américaines, les Lipizans blancs ont été ramenés à leur maison à l'école d'équitation espagnole en Autriche, où leurs descendants restent à ce jour. Plus tard, le colonel Reed a expliqué pourquoi il avait tout risqué pour sauver les chevaux lors de l'opération Cowboy. Nous étions tellement fatigués de la mort et de la destruction, se souvient-il, alors nous voulions faire quelque chose de beau. L'incident du Daihongdan. Quand la Corée du Nord et les États-Unis ont travaillé ensemble, rien n'unit autant qu'un ennemi commun. Depuis les années 1950, les États-Unis et la Corée du Nord ont une relation qui peut généreusement être décrite comme difficile. Les deux nations se sont affrontées pendant la guerre de Corée, et même à ce jour, elles se regardent méfiantes l'une et l'autre à travers la zone démilitarisée de la péninsule coréenne. Malgré ce passé tumultueux, à une occasion, les deux nations ont réussi à mettre de côté leurs différences pour un objectif commun, malgré le fait qu'elles soient toujours techniquement en guerre. En octobre 2007, le navire de fret nord-coréen, le Daihongdan, venait de livrer sa cargaison de sucre en provenance de l'Inde à la capitale somalienne Mogadiscio et rentrait chez lui. Le 29 octobre, à environ 70 miles au nord de Mogadiscio, dans l'océan Indien, le navire a été pris d'assaut par un groupe de 7 pirates somaliens qui se sont fait passer pour des gardes pour accéder au navire. Selon les rapports, ces mêmes hommes étaient des dockers qui étaient responsables du passage sûr du navire lorsqu'il entrait et sortait du port de Mogadiscio. La Somalie était sans gouvernement stable depuis 1991 lorsque le dictateur Mohamed Siad Barre avait été renversé et l'économie de la nation restait en ruine. La surpêche illégale par les pêcheries étrangères a également laissé les pêcheurs locaux sans source de revenus. Localisée sur la corne de l'Afrique, la Somalie est située à côté de l'une des principales voies de navigation mondiale dans le golfe d'Aden, qui se connecte à la mer Rouge et au canal de Suez, ainsi qu'au détroit d'Ormuz, deux artères vitales pour le commerce mondial. Avec de telles richesses flottant juste au large, la piraterie était inévitable. La piraterie est devenue si courante qu'elle s'est transformée en une industrie durable, finissant par présenter une sorte de marché boursier où les bailleurs de fonds peuvent investir de l'argent, des armes, des bateaux et d'autres équipements pour les pirates, partageant les profits. Chaque année, des centaines de navires étaient attaqués, leurs équipages retenus en otage pour une rançon et leurs cargaisons saisies. La perte de la cargaison,
les rançons payées pour la libération des équipages, les mesures de sécurité telles que les gardes armés et les patrouilles navales plus étendues, et le réacheminement des voies de navigation pour éviter les eaux infestées de pirates, coûtent à l'économie mondiale des milliards de dollars chaque année. Les pirates utilisent généralement de petits bateaux rapides, qu'ils utilisent pour monter à bord du navire cible, allant des navires de marchandises aux pétroliers, ou tout ce qui peut être une cible prometteuse. Les objets de valeur seraient pris, bien que souvent la chose la plus lucrative volée soit l'équipage lui-même, qui pourrait être rançonné à leur pays respectif. Le nombre d'attaques de pirates a fluctué au fil des années, et a été grandement réduit grâce aux efforts internationaux. Mais le problème persiste toujours, et il y a fort à parier qu'il continuera dans un avenir prévisible. Lorsque les pirates ont saisi le Dai Hongdan, ils ont rassemblé les 22 membres de l'équipage dans la salle des machines et la salle de direction du navire et ont exigé une rançon de 15 000 $ pour leur libération. S'ils ne recevaient pas l'argent, les pirates étaient prêts à exécuter l'équipage. Avant d'être détenus, cependant, l'équipage du Dai Hongdan a réussi à effectuer 2 actions critiques. D'abord, ils ont coupé le moteur, prétextant une panne aux pirates. Deuxièmement, et plus grave, ils ont envoyé un appel de détresse. En quelques heures, leur appel de détresse a voyagé d'une institution dans la capitale nord-coréenne de Pyongyang, à l'ambassade nord-coréenne à Londres, puis au centre de signalement de la piraterie du Bureau maritime international en Malaisie, qui a renvoyé un message au quartier général des forces maritimes combinées à Bahreïn, jusqu'à finalement entrer en contact avec le navire le plus proche du Dai Hongdan. Le Bureau maritime international a été créé en 1991, coïncidant avec l'effondrement du gouvernement somalien et la montée de la piraterie. L'organisation est un effort international pour combattre le vol maritime à travers le globe, agissant comme un intermédiaire, recevant des appels à l'aide et relayant l'information aux forces militaires appropriées afin de gérer la menace le plus rapidement possible. Le navire naval le plus proche du Dai Hongdan était l'United States Ship James E. Williams DDG-95, un destroyer de classe Harley Burke qui opérait dans la région. Lorsqu'il a reçu l'information et la localisation du navire capturé, le Williams a dévié de sa route et s'est dirigé vers le Dai Hongdan en détresse. Alors que le destroyer approchait du navire capturé, il a lancé un hélicoptère SH-60B Seahawk. Cet appareil, le cheval de bataille de la marine des États-Unis, est une version maritime de l'omniprésent hélicoptère polyvalent UH-60 Black Hawk, utilisé par les États-Unis et d'autres forces armées. Comme son homologue terrestre, le Seahawk est un engin polyvalent, capable de remplir plusieurs rôles, y compris la recherche et le sauvetage, les opérations anti-navires et anti-sous-marins, le transport de cargaison et de personnel, les opérations spéciales, et un certain nombre d'autres fonctions. À bord du United States Ship James E. Williams, faisait partie une équipe de visite, embarquement, perquisition et saisie, VBSS Team. C'était une équipe de spécialistes formés dont le rôle consistait à monter à bord des navires pour rechercher des contrebandes, y compris des drogues, des armes ou tout autre bien de contrebande, ainsi qu'à lutter contre le terrorisme et, en temps de conflit, à capturer des navires ennemis. Pendant leur entraînement, ils apprennent les détails de l'embarquement, de la recherche et du combat sur un navire ennemi. C'est une tâche particulièrement risquée, car les espaces confinés d'un navire, avec ses passages étroits, le dédale de couloirs et souvent des intérieurs mal éclairés regorgent de dangers potentiels. Chaque écoutille est un entonnoir fatal pour les défenseurs en attente, et sur les grands navires, il est facile de se perdre et de se désorienter dans le labyrinthe d'un navire inconnu. Alors que le destroyer approchait du Dai Hongdan, il a sommé les pirates de se rendre. Avec la distraction fournie par l'arrivée des Américains, les ravisseurs ont détourné leur attention des otages, qui ont pris les choses en main. Les Nord-Coréens emprisonnés ont saisi l'opportunité, et en surnombre par rapport à leurs ravisseurs par 22 contre 7, ils ont riposté, utilisant des armes qu'ils ont arrachées aux pirates, qui gardaient la salle des machines contre eux. La Corée du Nord avait un service militaire obligatoire de 10 ans pour ses citoyens, rendant l'équipage du Dai Hongdan compétent en combat, prenant les pirates au dépourvu, et augmentant considérablement leurs chances de succès. Finalement, le Dai Hongdan a été sécurisé, et les pirates ont été maîtrisés. Un des pirates a été tué, 6 membres de l'équipage nord-coréen ont été blessés, dont 3 gravement. Ils ont été transférés sur le James E. Williams, pour un traitement médical. Par un coup de chance, à bord du Williams se trouvait un immigrant coréen de 2e génération qui parlait coréen et a pu servir d'interprète entre les Nord-Coréens et les Américains. Selon les rapports,
les marins blessés ont exprimé une profonde reconnaissance envers les Américains pour leur aide médicale. Ils ont été transférés à bord du Dai Hongdan, qui a rapidement repris son voyage. Lorsque la nouvelle de l'incident est parvenue à la direction nord-coréenne, ils ont pris une mesure sans précédent en louant les États-Unis. Dans une déclaration officielle, le gouvernement de la Corée du Nord a publié un communiqué décrivant les événements de l'incident, se terminant par des remerciements à l'un de leurs grands rivaux politiques, déclarant « Nous sommes reconnaissants envers les États-Unis pour l'aide apportée à nos marins. » Ce cas sert de symbole de la coopération entre la République populaire démocratique de Corée et les États-Unis dans la lutte contre le terrorisme. Nous continuerons à apporter notre coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme à l'avenir également. Il y avait un certain espoir que l'incident servirait de catalyseur pour de nouvelles relations pacifiques entre les deux nations rivales, qui s'engageraient peu de temps après dans des pourparlers de désarmement nucléaire. Un porte-parole des États-Unis a déclaré « Vous trouverez toujours notre marine prête à aider tout navire en détresse. » J'espère que la République populaire démocratique de Corée comprend que nous agissons par bonne volonté. Malheureusement, malgré toute bonne volonté qui aurait pu être générée par l'incident, les tensions sont restées élevées entre les nations opposées, avec peu ou pas d'effets à long terme. Néanmoins, l'incident du Dai Hongdan est l'un des événements les plus inhabituels dans la longue et tumultueuse relation entre les États-Unis et la République populaire démocratique de Corée. Cela montre simplement que même les ennemis les plus acharnés peuvent travailler ensemble lorsqu'ils sont confrontés à un ennemi commun. Les alliés asiatiques du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Immédiatement après l'attaque de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941, le Japon impérial a lancé plusieurs invasions et assauts sur les provinces coloniales et impérialistes européennes et américaines, à travers les îles du Pacifique et l'Asie de l'Est. Cependant, l'Empire du Japon était surexploité, en sous-effectif et confronté à une détérioration des approvisionnements, ce qui rendait essentiel pour eux d'acquérir de nouvelles terres pour leurs ressources et de recruter des troupes dans leurs territoires occupés. Cela leur permettrait de créer un tampon entre eux et les îles japonaises, et de poursuivre leurs efforts d'expansion à travers le Pacifique et le continent asiatique, pour maintenir leur pression sur les colonies asiatiques de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de l'Australie, de la France, de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis. Le sentiment anticolonialiste et anti-impérialiste était une tension continue dans les relations euro-américano-asiatiques, et des mouvements nationalistes pour l'indépendance ont émergé à travers tout le continent. Le Japon, en tant que nation moderne, est né à l'apogée de l'ère impérialiste et est devenu une nation puissante, forte et industrieuse avec des ambitions d'expansion qui rivaliseraient avec l'Europe et les États-Unis. Après que le Japon ait vaincu la Russie dans la guerre russo-japonaise de 1905, la Corée était devenue un protectorat japonais. Et à la fin du mois d'août 1910, toute la péninsule coréenne a été annexée pour devenir une partie du Japon. Dans les années 20, les Japonais savaient que leurs forces en Asie étaient limitées, tant en termes de main-d'œuvre qu'en ressources. La Corée leur a fourni une main-d'œuvre solide et certaines des ressources naturelles, les plus importantes pour les aider à obtenir les matériaux dont ils auraient aussi besoin pour combattre leurs adversaires. Les Coréens, qui avaient été incorporés de force dans la culture, le droit et la société japonaise, ont été contraints de servir les Japonais tout au long des années 20 jusqu'à la fin de la guerre. Suite à la chute du tsar de Russie en 1917 avec la révolution bolchevique, l'ascension de l'Union soviétique a divisé la nation en deux factions, l'armée blanche, les royalistes soutenus internationalement, et les anticommunistes, et l'armée rouge communiste. Lorsque le soutien de la communauté internationale s'est effondré, l'armée blanche a été contrainte à l'exil vers le sud-est de la Russie, pour échapper à la colère de l'Union soviétique, et finalement, ils ont fourni des troupes pour les Japonais en Chine, en Mongolie, en Mandchourie, en Corée et dans le sud-est de la Russie. Au début des années 30, la Mandchourie, la région la plus au sud-est de l'Union soviétique, et la Mongolie intérieure étaient sous contrôle japonais. Le Japon a reconnu le mécontentement général contre les colonisateurs et impérialistes étrangers comme une opportunité pour étendre leur propre domaine, établissant la sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale, ou GEA-KPS. C'était une proposition du Japon pour encourager d'autres nations asiatiques à résister à leur gouvernement impérialiste et à rejoindre une alliance financière et militaire avec le Japon qui bénéficierait soi-disant au continent asiatique,
Cependant, le GIEACPES n'était qu'une façade pour l'impérialisme japonais, car il ne fournissait pas aux autres pays de la coalition proposée une quelconque opportunité de succès ou d'influence réciproque, et le Japon était le seul État à recevoir une véritable suprématie et influence. Avec l'invasion et l'occupation japonaise du nord-est de la Chine en 1937, déclenchant la seconde guerre sino-japonaise, l'armée nationaliste chinoise a commencé une guerre défensive extensive sous le commandement de Chiang Kai-shek. Le Japon devait maintenir son contrôle sur ces territoires nouvellement acquis et a formé des régimes fantoches à Shanghai, Nankin et Pékin. En 1940, Wang Jingwei, un politicien nationaliste à Nankin, a été choisi par les Japonais pour servir à la tête du gouvernement réorganisé et former un nouveau corps militaire pour les aider dans leurs missions respectives à travers la Chine. Cependant, l'armée de Nankin était un mélange de bandits indisciplinés et de milices, ainsi que d'unités militaires chinoises régulières, qui avaient des loyautés mixtes soit au commandement chinois en déclin, soit à la règle japonaise. Au début de la Seconde Guerre mondiale, en 1939, le Japon impérial occupait la péninsule coréenne, la Mongolie intérieure, le nord-est de la Chine, l'est de la Chine et le sud-est de la Russie, établissant l'état fantoche de Manchukuo, gouverné par Puyi, le dernier empereur de Chine. Puyi a accepté d'aider le Japon à maintenir l'ordre et à se défendre contre les menaces croissantes de l'armée soviétique, des forces nationalistes chinoises et des paramilitaires communistes chinois. Manchukuo. L'armée de Manchukuo était à l'origine composée de l'armée de l'ancien seigneur de guerre Zhang Xueliang, qui avait combattu contre les Japonais dans la province de Jeol au début des années 30. Entre 1938 et 1939, une grande division des forces de Manchukuo a soutenu la 6e armée japonaise dans ses efforts pour se défendre contre les soviétiques à la frontière Manchukuo-Mongolie, et a continué à recruter des troupes de Mongolie pour servir dans leur division de cavalerie. Mais d'ici 1942, le Japon avait besoin de plus d'hommes pour le Siam et la Birmanie. Ils ont donc déployé des détachements de Manchukuo pour protéger leurs intérêts là-bas. Ces soldats ont combattu durant toute la guerre, mais ont finalement été vaincus en 1945 par l'offensive soviétique. Les survivants ont finalement été absorbés par l'armée communiste pour combattre dans la guerre civile chinoise de 1946 à 1949. Au moment de la Seconde Guerre sino-japonaise et de la Seconde Guerre mondiale, la Mongolie intérieure, qui était située entre la République populaire de Mongolie, la Russie soviétique et le nord-est de la Chine, s'est alliée à la fois au Japon et au Manchukuo. La Mongolie intérieure, constituée de tribus autonomes, a fourni des troupes à la force d'occupation. Dirigée par le prince de Wang, également connu sous le nom de Deng Shugdongrub, les Mongols intérieurs ont fourni aux Japonais une puissante force de cavalerie pour aider l'Empire à combattre les Chinois dans le nord de la Chine et à faire respecter la loi et l'ordre dans la région. Cependant, dans l'ensemble, les Mongols intérieurs n'ont fourni qu'entre 4000 et 12 000 hommes. Au moment de la défaite du Japon, ils avaient déjà perdu foi en l'Empire, mais restaient toujours fidèles au prince Wang, qui cherchait désormais à obtenir l'indépendance. L'Inde est restée un joyau de l'Empire britannique au début de la Seconde Guerre mondiale, mais de nombreux nationalistes indiens anti-britanniques ont cherché à s'unir avec les puissances de l'Axe contre la Grande-Bretagne. Au début de 1942, lors de la campagne malaise du Japon, le commandant-major Iwaichi Fujiwara a utilisé le mouvement pro-indépendance à travers l'Inde comme une arme pour tenter de subvertir les troupes qui avaient combattu sous le commandement britannique. Avec la promesse d'être vu comme un allié du Japon s'il réussissait contre les Britanniques, Pritam Singh, un activiste indien, et le capitaine de prisonniers de guerre Mohan Singh du 114e régiment du Punjab ont été recrutés pour former une armée libre de l'Inde. Le 15 février 1942, suite à la chute de Singapour face à l'armée impériale japonaise, les prisonniers indiens ont été séparés de leurs camarades britanniques et australiens et ont reçu un meilleur traitement pour permettre au capitaine Singh de les convaincre de rejoindre la cause. Au cours de l'année 1942, les prisonniers de guerre indiens ont formé une armée nationale indienne forte de 40 000 hommes. Cependant, le capitaine Singh a rapidement réalisé que les Japonais n'avaient que leurs propres intérêts à l'esprit, plutôt que d'aider l'Inde à obtenir son indépendance. Il a été arrêté, et l'armée nationale indienne dissoute, renvoyant les prisonniers de guerre dans les camps. Malgré ce revers,
Le major Fujiwara voulait continuer ses efforts pour pousser les forces indiennes à s'allier avec les Japonais et a fait appel au nationaliste indien, exilé Subhash Chandra Bose, pour aider à recruter le soutien indien. Bose avait été un grand adversaire politique de Mahatma Gandhi, qui cherchait à obtenir l'indépendance de l'Inde de la Grande-Bretagne par la désobéissance civile non violente et les manifestations pacifiques. Bose, résidant en Allemagne nazie en 1941, a recruté des prisonniers de guerre indiens pour servir dans le 950e régiment d'infanterie indien, aux côtés de la Wehrmacht en Afrique du Nord. En 1943, Bose est retourné en Asie du Sud et, aidé par son compatriote révolutionnaire anti-britannique Raj Behari Bose, est arrivé à Singapour pour diriger la nouvelle armée nationale indienne et leurs alliés civils en Malaisie, afin de prendre la colonie britannique et d'autres régions d'Asie du Sud-Est. Les Japonais ont fourni à l'armée indienne des armes capturées aux Britanniques et ont utilisé la première division de l'armée indienne lors de leur occupation de la Birmanie en 1944. Utilisée dans quelques engagements contre les Britanniques, l'armée nationale indienne s'est rapidement retrouvée abandonnée par les Japonais, qui étaient repoussés en retraite. L'armée nationale indienne, leurs alliés civils et les Japonais ont rassemblé une nouvelle force combinée pour une offensive au printemps 1945 pour combattre à Singapour et en Birmanie. Mais avec la reddition du Japon quelques mois plus tard, l'armée nationale indienne a rendu ses forces épuisées aux Alliés. La Birmanie a toujours été un foyer de résistance anticoloniale et anti-impérialiste, et pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a fourni un ennemi puissant contre leurs colons britanniques. 30 hommes du groupe rebelle nationaliste Birman le Takin, sous le commandement d'Aung San, ont été envoyés à Hainan, une île chinoise occupée par les Japonais, pour recevoir des instructions et une formation militaire. Envoyés à Bangkok, les 30 camarades ont recruté 200 exilés birmanes pour former l'armée d'indépendance birmane, quelques mois avant l'invasion japonaise de la Birmanie, en décembre 1941. L'armée d'indépendance birmane a augmenté en nombre, prétendant rassembler plus de 200 000 hommes de la population locale bamar pour combattre aux côtés des Japonais. Mis à part les 30 camarades initiaux, l'armée d'indépendance birmane était au mieux une foule indisciplinée, et les Japonais ont eu du mal à les contrôler, ils ont donc dû être dissous. Les Japonais ont sélectionné les meilleurs de l'ancienne armée d'indépendance birmane, et ont créé l'armée de défense de la Birmanie pour être formée en tant qu'unité auxiliaire de l'armée japonaise. La Birmanie a obtenu une indépendance symbolique du Japon à la fin de l'été 1943, et l'armée de défense de la Birmanie est maintenant connue sous le nom d'Armée nationale birmane. Le Japon a refusé de permettre à l'armée nationale birmane d'être armée avec des armes modernes, et ils ont été exclus des activités de combat. Aung San a réalisé que sa meilleure option pour que la Birmanie survive était de changer de camp. Il s'est rapproché des Alliés, et a cherché à maintenir l'indépendance et à libérer la Birmanie de la cruauté des Japonais. Au début du printemps 1945, l'armée nationale birmane a commencé à diriger des missions de combat contre les Japonais, occupant et soutenant les forces alliées. Peu de temps après la guerre, la Birmanie a obtenu son indépendance le 4 janvier 1948. À la fin de la guerre, en 1945, les forces impériales japonaises avaient une force d'environ 7 millions. Pendant la guerre, cette force avait été renforcée par des troupes étrangères, comprenant des Mongols, des Coréens, des Han chinois, des Mandchous, des Indiens, des Birmans et autres. Les Japonais avaient fait de leur mieux pour utiliser la propagande et le sentiment nationaliste et anticoloniaux comme moyen de recrutement et d'occupation. On peut cependant dire que l'indépendance a finalement été gagnée, mais au prix de millions de vies. Chez Simple History, nous avons collaboré avec des artistes de talent sur un projet vraiment unique. Une collection d'art mural officiel et premium qui capture les personnages les plus incroyables de l'histoire.